Είμαστε στο όμορφο λιμάνι των Χανίων, το ενετικό λιμάνι, και γυρίζουμε εδώ την εκπομπή, το βιβλιοβούλιο, με φιλοξενούμενο ένα πολύ σημαντικό συγγραφέα, τον Λουί Φιλίπ Νταλαμπέρ. Στην Ελλάδα τον ξέρουμε μόνο από ένα μυθιστόρημά του, το Milwaukee Blues, για το οποίο ήταν φιναλής στα βραβεία Γκονκούρ τα γαλλικά, στους 4 πρώτους υποψήφιους. Κέρδισε όμως το βραβείο Γκονκούρ του 2024 και για την ποίησή του, για το σύνολο του έργου του ποιητικού. Monsieur d'Alembert, on est ravi de vous avoir avec nous, ici dans cette ville de Le Cannet. On est là pour parler de votre œuvre. Bon, en grec, il n'y a qu'un livre traduit, un seul livre traduit, c'est le Milwaukee Blues, dont on va parler plus tôt. Mais vous avez déjà gagné le prix Goncourt pour votre poésie. On parlera un peu de deux, je veux dire de votre œuvre en même temps poétique et romanesque. Au début, vous avez commencé avec la poésie, c'est ça? Kalimera, bien sûr, merci pour l'invitation. J'ai commencé avec la poésie, effectivement, comme beaucoup d'écrivains haïtiens. On a une très très longue tradition de poésie en Haïti. On écrit beaucoup de poésie, on connaît beaucoup de poèmes par cœur. Donc j'ai commencé tout naturellement en écrivant de la poésie. J'ai publié mon premier recueil de poèmes, j'avais 19 ans. Donc voilà, je n'ai pas arrêté, même quand j'ai commencé à écrire des romans ou des essais, j'ai toujours écrit de la poésie. Oui. Alors, vous avez dit, vous êtes haïtien, vous êtes né à Port-au-Prince. Il y a une vraie relation du pays avec la poésie, c'est ça? Oui, c'est vraiment quelque chose que tout le monde, c'est-à-dire, quand je dis tout le monde, tous ceux qui savent lire et écrire, pratiquent. C'est rare, par exemple, qu'il y ait une rencontre ou culturelle ou littéraire, plus ou moins, que ça ne se termine pas avec tout le monde qui dit des poèmes, qui dit des poèmes des autres et qui dit ses propres poèmes. C'est vraiment quelque chose que nous avons tous et toutes, hommes et femmes, et c'est très très rare de trouver un écrivain haïtien qui n'ait pas écrit de la poésie. Il y en a 2 ou 3, mais même par exemple qui ont commencé par la prose et après qui, à la fin de leur vie ou de leur carrière, écrivent de la poésie. Il y a même des gens qui font toute une carrière, entre guillemets, littéraire, en écrivant que de la poésie, qui ne sont connus que comme poètes, en fait. Et il y a aussi, en même temps, par rapport à la situation aussi bien politique et économique du pays, une tradition de poésie engagée, de poésie où les gens parlent de la réalité sociopolitique du pays. Bien sûr, il y a aussi des poèmes d'amour, mais je me rappelle, quand j'ai commencé à écrire et à publier, je n'écrivais pas du tout de poèmes d'amour. C'était des poèmes très très engagés politiquement. Et à l'époque, on était sous une dictature, donc pour moi, il n'y avait pas de place. À tort, je le reconnais, mais il n'y avait pas de place pour de la poésie, on va dire amoureuse, romantique. Non, c'était de la poésie engagée. Donc on a cette tradition-là de littérature, de poésie engagée dans le pays. Oui, ici en Grèce, on vous connaît comme romancier. On connaît votre roman Milwaukee Blues, et là, l'histoire se passe aux États-Unis. C'est aussi une histoire engagée, si on peut le dire, parce que vous décrivez là l'histoire de quelqu'un qui a été tué par un policier, d'un mec noir. Qui a été tué par un policier blanc. Par un policier blanc, voilà. C'est un peu l'histoire de... c'est inspiré par une vraie histoire, n'est-ce pas? C'est inspiré par 2 vraies histoires, parce que, en fait, les États-Unis, c'est un pays
que je fréquente depuis très longtemps. Et comme beaucoup d'Haïtiens, j'ai de la famille, j'ai des amis aux États-Unis, j'y vais souvent. J'ai enseigné à l'université là-bas, notamment à Milwaukee, d'où le titre du roman Milwaukee Blues. Et je savais que tôt ou tard, j'écrirais un roman dont l'histoire se passerait aux États-Unis. Mais je ne savais pas par quel bout commencer. Ça pouvait être l'importance de l'argent dans cette société, et ça pouvait être l'importance de la religion. C'est l'une des rares démocraties au monde où le président de la République prête serment sur la Bible. Et ça pouvait être la musique ou le sport. Et donc je cherchais un angle, une porte d'entrée. Et en 2014, il y a eu l'assassinat d'un homme noir qui s'appelait Eric Garner par 3 ou 4 policiers blancs. Il était très jeune, non? Il avait une quarantaine d'années. Et ça se passait aux États-Unis et à New York. Et ça a été le premier à dire « I can't breathe », je ne peux pas respirer. Mais à l'époque, c'est passé sur Internet, ça n'a pas fait grand bruit. Et j'ai commencé à écrire le roman à cette époque-là, en 2014. Et puis après, en 2020 ou 2021, je ne me rappelle plus déjà d'ailleurs, en 2021 ou 2022, il y a eu l'affaire George Floyd aussi. Donc le roman que je n'avais pas terminé, je l'ai repris à ce moment-là et je l'ai terminé à ce moment-là. Parce que la question de la race ou de la couleur de peau, c'est une question fondamentale aux États-Unis. C'est quelque chose qui ne concerne pas que les États-Unis. Pardon, c'est quelque chose qui concerne tout le continent américain. Les gens, les blancs et les noirs qui sont aux États-Unis, qui sont sur le continent américain aujourd'hui, on vient tous d'ailleurs. On vient tous, j'ai envie de dire, sur le même bateau. Et avec cette différence que les blancs étaient sur le pont et les noirs étaient dans la cale du bateau. Donc, et la question de la cohabitation de ces deux entités, ça a toujours été conflictuel aux États-Unis. Et d'autant plus conflictuel qu'il y a un rapport presque, dans certains cas, filial. Quand on prend l'histoire des Blancs et des Noirs aux États-Unis, au moment de l'esclavage par exemple, tu avais des femmes noires qui allaitaient les enfants blancs, les bébés, qui leur donnaient le sein. Donc c'est-à-dire c'est comme si c'était leurs enfants, mais après ce même fils va devenir grand et va pouvoir te vendre ou te faire assassiner ou bien disposer de toi comme il veut. Donc il y a un rapport très très complexe et qui explique en partie toute la tension à laquelle on assiste aux États-Unis. Donc pour moi c'était important de parler d'entrer dans ce pays par ce biais-là, par cet angle-là. Mais j'ai aussi parlé dans le roman du rôle du sport comme ascenseur social. Le sport est un vecteur formidable, un ascenseur social qui permet de sortir de sa condition misérable. Donc dans le roman, ce personnage, Emmett, qui vient d'un quartier populaire, d'un ghetto d'hommes noirs et de femmes noires, va penser, ou plutôt, grâce au sport, sortir de sa pauvreté et sortir une partie de sa famille. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. C'est-à-dire qu'il a eu une bourse pour pouvoir étudier à l'université, mais il n'a pas réussi à devenir professionnel comme il le voulait. Et dans le roman, j'ai pris le nom, je lui ai donné le nom de Emmett, parce que ça s'est inspiré aussi de l'histoire d'un jeune garçon de 14 ans. Ça s'est passé en 1955, qui avait été assassiné par des Blancs dans le sud des États-Unis. Donc déjà, si vous voulez, c'est une histoire, ces assassinats-là, qui continuent dans le temps aux États-Unis. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu raconter cette histoire. Oui. Dans ce roman-là, vous construisez l'histoire en utilisant beaucoup de voix différentes, c'est ça? Oui. C'est parce que, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle un roman choral, comme ça, et parce que je ne voulais pas avoir un seul point de vue.
je voulais avoir différents points de vue, des points de vue de blancs, des points de vue de noirs, des points de vue d'hommes, des points de vue de femmes, le point de vue de ce qu'on pourrait qualifier du bourreau, qui est le policier qui l'a assassiné, sauf le personnage qui est décédé, parce que dès le début du roman, on sait qu'il est mort. Donc maintenant, toute la trame va s'ingénier à expliquer d'une part au début comment il est mort, ensuite qui il était, et pour finir, il va y avoir une marche, une manifestation en sa mémoire pour commémorer sa mémoire. Mais en donnant ces différents points de vue, c'est aussi pour moi une façon de raconter les États-Unis, c'est-à-dire à travers le regard de gens qui vivent ce pays-là différemment. Donc, par exemple, il y a les amis d'enfance d'Emmett, qui sont noirs, mais il y a son institutrice, qui est à la fois blanche, mais bourgeoise, de famille bourgeoise, qui venait des beaux quartiers. Et c'est une femme qui, dans les années 60-68, était, pour caricaturer, dans la mouvance un peu Woodstock, qui buvait, fumait de la drogue et tout ça, et puis à un moment donné, qui veut changer les choses dans son pays. Et qui se dit que, donc, elle était de Milwaukee, de beaux quartiers, elle va aller enseigner dans les quartiers difficiles, ce qu'elle a fait. Donc, elle a beaucoup marqué le jeune Emmett. Donc, à la fin de sa vie, quand elle apprend l'assassinat, donc elle est choquée, et c'est elle qui raconte aussi l'élève qu'a été Emmett. Donc, et plus loin, quand Emmett va avoir une bourse pour aller étudier à l'université, il va avoir une petite copine, une fiancée blanche, et qui, elle aussi, va raconter Emmett. Et puis, il y a ce policier qui va parler. Donc, il y a beaucoup de points de vue comme ça qui disent Emmett, qui se disent aussi, et en même temps qui se répondent l'une à l'autre d'une certaine façon. Donc, et tout ça, pour moi, c'est une façon de tisser le paysage, le panorama, en fait, d'un pays qui, comme vous le savez, c'est toujours très complexe. Les choses, même quand ça paraît simple, ce n'est pas si simple que ça. Oui. Vous connaissez bien alors les États-Unis, vous enseignez même des... J'ai enseigné. Vous avez enseigné, oui. C'était vous avez enseigné de la littérature. J'ai enseigné de la littérature par 2 fois, et littérature et histoire à Scripps College dans le Claremont en Californie, et surtout à Milwaukee, donc d'où le titre du roman. Parfois, on me demande pourquoi ça se passe à Milwaukee. Et justement, Milwaukee, c'est ce qu'on appelle le Midwest aux États-Unis. C'est en fait le pays profond. C'est le pays et l'une des régions, l'une des zones les plus discriminées ou ségrégées aux États-Unis, en fait. Ça a laissé des traces. Et pour moi, c'était plus évident que ça se passe là, au lieu de le faire passer à New York, même si ça s'est passé à New York aussi, même si les assassinats d'hommes noirs par des policiers blancs, c'est dans tout le pays. Mais pour moi, c'était important de le mettre là, dans le Midwest, quoi. Oui. Vous croyez qu'il y a une différence entre les différentes administrations, gouvernements des États-Unis, ou c'est différent quand le climat, quand il y a, je sais pas, par exemple, quand il y avait la présidence de Obama, ou maintenant où il y a Trump? Non, je ne pense pas, parce que c'est quelque chose qui est tellement ancré, en fait, dans l'histoire de ce pays, et que ça prendra beaucoup de temps avant que ça change. Au contraire, certains spécialistes, moi je ne suis pas spécialiste des États-Unis, mais certains spécialistes disent même que pendant la présidence de Barack Obama, donc qui est un président métis, ça avait même exacerbé parfois les tensions. Ça avait même quelque part
pousser certaines personnes à passer à l'acte, justement pour prouver qu'ils sont encore chez eux, que les autres ne sont pas chez eux. Donc c'est très complexe. C'est pas... Et en plus, l'histoire aux États-Unis, on a toujours eu des histoires d'hommes ou de femmes noires ou blancs ou métis, pardon, qui ont réussi. Et Barack Obama a réussi, donc jusqu'à devenir président des États-Unis, mais ça n'a pas empêché ces assassinats odieux de continuer dans le pays. Donc c'est vraiment un processus à long terme qui fait que ça ne changera pas du jour au lendemain, mais en même temps, c'est là tout le paradoxe. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que ce n'était pas si simple. En même temps, dans un pays comme celui-ci, il a pu avoir un président métis. Et ce qu'on n'a pas dans les pays européens, par exemple. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très, très compliqué. Beaucoup de pays européens, ils n'ont même pas de premier ministre ou de président noir ou de femme noire. Tandis que au Royaume-Uni, par exemple, il y a là-bas. Il y a eu un premier ministre d'origine indienne, indo-pakistanaise, mais c'est le seul. Oui. C'est le seul pays européen. Parce que, en fait, ce qui s'est passé par rapport à cette histoire, l'Europe entière, pendant plusieurs siècles, a colonisé et esclavagisé une partie du monde. Mais les gens ne vivaient pas, l'esclavage n'avait pas lieu en Europe pendant cette période-là. C'est-à-dire que ça avait lieu en Amérique ou un peu parfois en Afrique, mais c'était là-bas que ça se passait. Donc du coup, aujourd'hui, je n'aime pas tellement le mot, mais le mot d'intégration de ces populations-là, ça se passe beaucoup plus lentement. Parce que même si l'Europe a été en Afrique ou l'Europe a été en Amérique, mais ces gens ont commencé à arriver en Europe beaucoup plus tard que par rapport au continent américain. Au continent américain, dès le XVIe siècle, on amenait déjà des esclaves africains sur le continent américain. Oui, l'expérience est différente, totalement. L'expérience est différente, bien sûr, mais ça n'empêche qu'il peut y avoir ou non la volonté de prendre le problème à bras-le-corps. Certains pays le font, d'autres ne le font pas. Au contraire, en Europe, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de mouvements d'extrême droite qui arrivent au pouvoir et qui tendent justement à exclure les gens qui ne sont pas blancs, tout simplement. C'est-à-dire, je n'aime pas non plus le mot qu'on utilise beaucoup, qui viennent des États-Unis, mais à exclure les personnes racisées, comme on dit, c'est-à-dire les gens qu'on voit forcément à travers leur couleur de peau ou à travers leur race. Est-ce qu'il y a une explication facile pour ce qui se passe en Europe en ce moment? Vous croyez qu'il y a quelque chose de concret c'est la question d'immigration, tout bêtement, ou c'est plus profond? Je pense que c'est plus profond. La question de l'immigration peut exacerber le phénomène, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est-à-dire que ce que les gens savent, c'est que l'Europe a toujours été un continent très, très divisé et très belliqueux, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des guerres, et notamment les deux grandes guerres mondiales sont parties de l'Europe, et ça a rejailli sur le reste du monde. Ça a été, on le voit aujourd'hui dans le cadre de l'OTAN, et l'Europe n'arrive toujours pas à présenter un visage uni pour faire face aux problèmes qui peuvent se présenter. Parce qu'en principe, un continent aussi riche devrait pouvoir se défendre sans avoir besoin de l'aide des États-Unis. Mais l'Europe est tellement divisée que ça permet à un président comme Donald Trump, par exemple, de continuer à appuyer dessus pour pouvoir exercer l'hégémonie des États-Unis. Donc c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui et l'extrême droite, justement, ça ne date pas d'aujourd'hui non plus aux États-Unis en Europe. Et maintenant, l'arrivée d'une immigration assez forte leur apporte un exemple supplémentaire.
Et quand on prend la question du racisme aujourd'hui, mais avant, il y avait l'antisémitisme qui est comme racisme en Europe. Et la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, le génocide des Juifs, qui était donc maintenant, ils ont d'autres leviers sur lesquels s'appuyer, mais ça ne suffit pas pour autant que ça date d'aujourd'hui, quoi. Oui. Aujourd'hui, il y a une suite des guerres. Ça a repris avec l'Ukraine et maintenant en Israël aussi. Hein. Oui, bien sûr. Les guerres qui existent aussi bien en Ukraine qu'entre Israël et la Palestine et l'Iran, ce sont des guerres dans lesquelles l'Europe, l'Ukraine et la Russie, l'Europe là est au cœur de la chose, mais Israël et l'Iran et la Palestine, l'Europe n'est pas dedans, mais l'Europe est aussi concernée par ce qui se passe là-bas. Mais on se rend compte que justement, aussi bien par rapport à la guerre Ukraine, Russie ou bien Israël d'un côté, Palestine, Iran de l'autre, l'Europe est incapable de parler d'une seule voix. Et c'est incapable. Parce que justement l'Europe est divisée. Et on essaye, l'Europe a réussi à faire ce qu'on appelle l'Europe économique. Donc justement, on a une monnaie, on a un marché commun, et donc il y a un certain nombre, les gens peuvent circuler, certaines personnes peuvent circuler assez facilement, c'est rare dans le monde à ce niveau-là. Mais pour le reste, quand il s'agit de parler défense, par exemple, et quand il s'agit même économique, on se rend compte que certains chefs d'État essayent d'approcher les grandes nations, d'avoir une relation privilégiée, par exemple, avec Donald Trump. On n'a qu'à voir la première ministre italienne, Giorgia Meloni, qui essaie d'être la chouchoute Donald Trump. Il y en a d'autres qui vont, le président de l'OTAN maintenant, qui va dire oui, Donald Trump c'est un héros, ou d'autres. Donc c'est vraiment quelque chose qui est encore très très fragile. Et je ne dirais même pas fragile, parce que fragile ça voudrait dire que ça existe, mais c'est quelque chose qui est en phase de construction et qui prendra encore beaucoup de temps malheureusement, quoi. Vous avez écrit 2 autres romans récemment, disons. Un avant le Milwaukee Blues, c'est le mur méditerranéen. Et là, vous traitez aussi la question de l'immigration, oui. Tout en donnant un visage à ces âmes perdues qui meurent tous les jours à l'anonymat, oui, dans les mers à côté de chez nous. Ça, c'est, je pense, très important parce que pour les médias, ce n'est que des chiffres. Voilà, ce ne sont que des chiffres pour eux. Mais dans ce roman Mur Méditerranée, ce que justement j'avais envie de dire, que c'était des êtres humains, c'était des hommes et des femmes. Et que ces gens, le fait de venir ici pour eux, on peut, vu d'Europe, considérer justement comme des chiffres ou comme qui viennent déranger la paix culturelle, économique ou politique de l'Europe, mais en même temps, ça concerne aussi l'Europe, parce que ces gens-là qui viennent, ils ne viennent pas parce qu'il n'y a que l'Europe pour eux. Déjà, il y a une forte migration dans le sud même du monde, c'est-à-dire sud-sud. Et ceux qui arrivent en Europe, c'est une infime minorité. Vu d'ici, ça paraît beaucoup, mais c'est une infime minorité de la grande migration qu'il y a ailleurs dans le monde. Mais ensuite, ce que j'ai essayé de faire dans le roman, c'est de prendre 3 femmes de 3 origines différentes, de 3 religions différentes, qui se retrouvent sur le même bateau, en fait. Et 2 sont dans la cale du bateau et une est sur le pont du bateau.
Mais l'idée, pour moi, c'était de montrer avec ces 3 religions, avec ces 3 femmes qui viennent de 3 milieux et sociaux différents, c'était de montrer que ça concerne tout le monde, en fait. Ça concerne les pays d'où les gens viennent, mais ça concerne aussi les pays d'accueil. Et ceux qui partent, par exemple, pour des raisons climatiques, mais le dérèglement climatique ne concerne pas que les pays du sud du monde, ça concerne la planète entière. Et ceux qui viennent pour des raisons politiques aussi, ou pour des raisons, on va dire, économiques. Et donc c'est un ensemble de choses. Et pour moi, c'était important de le faire au-delà de cette question de migration. Mais en général, les gens, comme vous l'avez dit, ceux qui viennent en Méditerranée, eh bien, ils arrivent ici à nos portes, là, en Méditerranée, en Grèce, en Italie, et ce sont les pays les plus proches à ce niveau-là, en Espagne un peu parfois, et puis pour partir dans le reste de l'Europe. En général, justement, ces gens-là, au départ, les pays où ils arrivent, ce ne sont pas les pays dans lesquels ils aimeraient immigrer. C'est vraiment par hasard qu'ils restent, mais en fait, ils sont en chemin, quoi, en fait. Et vous avez également écrit un autre roman en 2023, je crois, ça a été publié, une histoire romaine. Là, c'est différent. C'est quoi? C'est une histoire en Italie. Vous avez une relation avec l'Italie, je crois. Oui, c'est différent. C'est de loin très, très différent. Mais en même temps, il y a la question de la guerre aussi et de ce qu'on pourrait appeler des mouvements terroristes. Donc, parce que c'est un roman qui se passe au XXe siècle, à Rome essentiellement. C'est pour ça que ça s'appelle une histoire romaine, mais qui commence depuis la montée depuis la Première Guerre mondiale et puis la montée de Mussolini et puis donc la Seconde Guerre mondiale qui est l'un des points historiques clés du roman et puis les années 65-80, ce qu'on appelle les années de plomb en Italie. Mais c'est une histoire, on va dire... peut-être par rapport à Mur Méditerranée ou par rapport à Milwaukee Blues, c'est une histoire qui peut paraître un peu plus légère. Et en même temps, il y a quand même au milieu la Seconde Guerre mondiale et les attentats terroristes en Italie, les attentats d'extrême droite, d'extrême gauche parfois aussi, de la mafia et tout ça. Donc c'est vraiment... il y a des éléments assez lourds à l'intérieur, mais c'est plus léger quand même parce que c'est l'histoire, comme souvent dans mes romans, c'est une histoire racontée, j'ai envie de dire, du point de vue féminin des femmes. Et c'est souvent les femmes, les personnages les plus importants dans le roman, dans mes romans. Et là, aussi bien dans Mur Méditerranée que dans une histoire romaine, eh bien, c'est encore des femmes. Et dans une histoire romaine, ça raconte l'histoire de 2 familles qui vont se retrouver alliées. Mais ça s'est raconté sur 3 générations et à travers 4 figures féminines. Je voulais faire quelques questions sur votre pays d'origine, Haïti. Dans quel état se trouve aujourd'hui? Quand vous êtes parti, tout d'abord, vous êtes parti à l'âge de 18 ans De 23 ans. De 23 ans. Et vous êtes allé à Paris directement? Je suis allé d'abord dans l'est de la France, à Nancy. Et après, comme je dis souvent, je suis monté à Paris comme tout le monde. Comme tout le monde, oui. D'accord. Et alors, Haïti aujourd'hui, est-ce que vous voulez nous dire quelque chose? Haïti aujourd'hui, c'est la conséquence, en fait, de beaucoup de choses. C'est la conséquence, d'abord, si on prend ça dans l'ordre historique, et de la colonisation et de l'esclavage, donc ce que ça va donner comme type de société par la suite. C'est la conséquence, aujourd'hui on en parle beaucoup entre Haïti et la France. Haïti devient indépendant au début du 19e siècle, mais le gouvernement français de l'époque, en 1825, sous Charles X, va imposer une dette colossale à un pays qui était indépendant. Donc, qui représente, d'après les économistes aujourd'hui, qui représente l'équivalent de entre 25 et 30 milliards de dettes imposées pour dédommager les colons français.
Donc c'est-à-dire qu'il y a une absurdité dans l'histoire, c'est-à-dire ce sont les victimes qui dédommagent les bourreaux. Donc, et ça, c'est et en plus avec obligation d'emprunter auprès de banques françaises. C'est ce que les historiens ont appelé la double dette. Et que les Haïtiens ont fini de payer au XXe siècle, dans les années 50. Donc c'est-à-dire que quelque part, Haïti va inaugurer en fait les rapports nord-sud du monde. C'est-à-dire que ce qui va être mis en place plus tard par le Fonds monétaire international, par exemple le FMI, ça a été inauguré avec un pays comme Haïti. Parce que quand on prend le continent américain à l'époque, il y a un premier pays indépendant qui sont les États-Unis, mais qui continue à pratiquer l'esclavage. Il y a un deuxième pays qui est Haïti où qui a aboli l'esclavage. Donc il y a un tout petit pays. Et ce petit pays-là fait l'objet de la convoitise de toutes les grandes puissances qu'il y a autour. Donc ce pays n'a jamais cessé de subir, j'ai envie de dire, le côté rapace des grandes puissances. Au départ, c'était la France, après c'est les États-Unis, qui eux-mêmes ont occupé Haïti pendant 20 ans, donc qui portent aussi une part de responsabilité dans la situation actuelle. Ensuite, maintenant, je dis dans un dernier temps, les élites haïtiennes, les élites politiques, économiques, qui eux-mêmes ont continué à pratiquer, si vous voulez, une forme de prédation sur le reste de la population. C'est-à-dire ne serait-ce qu'en reprenant peu ou prou, plus ou moins, le même système qui existait pendant, la période coloniale, avec une minorité qui est parfois ethnique aussi, qui contrôle l'ensemble de la population. Donc c'est-à-dire qu'il y a une chaîne de responsabilité qui fait que le pays se trouve dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un phénomène incroyable aujourd'hui en Haïti, c'est le phénomène des gangs. Mais c'est un phénomène qui non seulement n'est pas qu'haïtien, mais qui a commencé déjà dans les années 90 dans les pays d'Amérique centrale, comme le Salvador, comme le Guatemala et comme le Honduras. Et aujourd'hui, c'est arrivé ici. Mais la drogue ou les armes, ni la drogue ne viennent d'Haïti en fait. C'est-à-dire que les armes sont fabriquées aux États-Unis. Donc les armes viennent de la Floride. Les armes viennent, quand elles n'arrivent pas directement en Haïti, elles passent par la République dominicaine, le seul pays frontalier que nous avons, pour arriver en Haïti. Et la drogue vient des pays, d'Amérique du Sud. Donc c'est le même, en fait, un problème où on a un petit pays qui doit faire face, qui doit affronter tout ça, avec en plus une élite aussi bien économique que politique, corrompue, sans éthique vraiment, et qui pour eux, la seule valeur intéressante, c'est l'argent, quoi. Et pourtant, Haïti, vous le savez sans doute, c'est le pays qui a reconnu le premier la révolution grecque et l'État grec. Oui, oui, bien sûr, et ça les Grecs me le rappellent souvent. Et c'est aussi là, c'est le paradoxe de ce pays-là. C'est-à-dire que c'est un pays pauvre, c'est un pays où les élites sont en grande partie corrompues, mais en même temps c'est un pays qui est resté viscéralement attaché à son indépendance en fait, et à la manière dont il a obtenu l'indépendance. C'est-à-dire, à l'époque, les gens n'ont pas idée. C'est-à-dire, Haïti a fait son indépendance contre l'armée la plus importante au monde à l'époque, qui est l'armée de Napoléon Bonaparte. Et ils ont envoyé une expédition militaire qui est montée jusqu'à 55 000 hommes. On est en 1802, ça fait beaucoup. Et pour essayer de récupérer cette colonie. Et du coup, ça a donné une nation qui est à la fois fière, mais qui est restée viscéralement attachée à l'idée d'indépendance des autres pays. Et avant la Grèce, par exemple, tous les grands hommes politiques hispano-américains, à commencer par Simón Bolívar, il y a eu d'autres comme José Francisco Miranda, et comme Antonio Maceo de Cuba, ou comme José Martí de Cuba aussi. Tous ces gens-là sont passés en Haïti pour recevoir de l'aide. Simón Bolívar est venu 2 fois
en Haïti, il a reçu de l'aide, des armes, des hommes, des bateaux, de l'argent, et il a fait l'indépendance des 5 grandes nations qu'on connaît, Colombie, Bolivie, Venezuela, etc., en Amérique du Sud, et ça avec l'aide d'Haïti. Et la seule condition qu'il y avait à l'époque, c'était que Simon Bolivar libère les esclaves, abolisse l'esclavage partout où il passe. Donc Haïti a reconnu la Grèce, Haïti a proposé pendant la guerre d'accueillir 50 000 juifs. Aussi, ce que les gens ignorent, et finalement les États-Unis ont combattu cette idée, mais Haïti a fini par prendre un décret-loi pour dire à tous les juifs qui voulaient venir, qui voulaient prendre la citoyenneté haïtienne, de prendre la citoyenneté haïtienne et de venir en Haïti. Haïti va reconnaître aussi la création de l'État d'Israël, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un pays qui est attaché à cette idée d'indépendance des peuples, comme de la Grèce, par exemple. Louis-Philippe d'Alembert, je vous remercie beaucoup pour cette conversation, votre présence dans notre émission. C'était un vrai plaisir. Ευχαριστώ. Για ένα πολιτικό μυθιστόρημα θα μιλήσουμε απόψε, για την απάρνηση του Άρη Μαραγκόπουλου, η οποία κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Η απάρνηση είναι μέρος μιας τριλογίας. Τα 2 προηγούμενα είναι το Φλιστ, όπως είναι ο ήχος της θάλασσας, και το άλλο είναι Ό,τι ωραία εκδρομή. Αυτά τα 3 βιβλία συγκροτούν μια πολιτική τριλογία του Μαραγκόπουλου, η οποία πολιτική τριλογία εμπνέεται από αυτό που πολλοί τα τελευταία χρόνια ονομάζουν μελαγχολία της αριστεράς. Πρόκειται δηλαδή για μια αριστερή λογική και νοοτροπία που δεν πιστεύει πλέον στην Επανάσταση, δεν πιστεύει ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει, αλλά είναι βαθιά πεπισμένη πως το καθεστώς το οποίο ζούμε έχει αγριέψει και κοινωνικά και πολιτικά, θα γίνει ακόμα πιο άγριο τον επόμενο καιρό, και στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτε παρά μόνο το γεγονός ότι έχουμε επίγνωση της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε. Αυτή είναι η λογική η πολιτική του βιβλίου, δεν είναι η δική μου πολιτική λογική, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, είναι η λογική του Μαραγκόπουλου. Σημασία για το βιβλίο που συζητάμε είναι ότι η πολιτική του λογική, που είναι αυτή που περιέγραψα, δεν επηρεάζει το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Τι θέλω να πω? Ότι ο Μαραγκόπουλος δεν είναι όπως οι συγγραφείς της παλιάς αριστεράς που ήταν με σηκωμένο το δάχτυλο συνεχώς, δεν είναι ούτε σαν παλαιός κομμουνιστής, ούτε σαν παπάς ο οποίος θέλει να διδάξει στο ποινό την αλήθεια. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δημιουργεί μια ομάδα πρωταγωνιστών, οι οποίοι ζουν σε ένα κοινόβιο, εκεί έχουν τα δικά τους επαγγέλματα, είναι από μετανάστες μέχρι φωτογράφοι και άνθρωποι των τεχνών, και μοιράζονται μία ζωή μαζί με τα προβλήματα και την καθημερινότητά τους. Και έτσι από τα διάφορα οικογενειακά και προσωπικά και ατομικά ζητήματα, ο Μαραγκόπουλος περνάει στο μεγάλο τοπίο που είναι το πολιτικό και το κοινωνικό, και όπου εκεί βλέπουμε και πάρα πολλά γεγονότα της εποχής μας που μπορεί να φτάνουν μέχρι και τα γεγονότα της Γάζας. Πάντα όμως όλα αυτά είναι στο φόντο και μπροστά βλέπουμε τις ιδιωτικές περιπέτειες, τα πάθη των ηρώων, τους έρωτές τους, τα αδιέξοδά τους, τις δυσκολίες τους, τις καθημερινές τους ανάγκες. Και εκεί είναι το αποτέλεσμα, γιατί μιλούμε για πολιτική, από την άλλη όμως πλευρά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ένα μυθιστόρημα, εκείνο το οποίο καλείται να κάνει, είναι να απεικονίσει κομμάτια της ζωής και μέσα από εκεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Αυτό κάνει ο Μαραγκόπουλος. Απεικονίζει κομμάτια της ζωής χωρίς να ξεχνάει τις πολιτικές του ιδέες, αλλά και χωρίς να τις τριμώχνει, σώνει και καλά να μπουν σε έναν κάδο ο οποίος θα βγάλει το αποτέλεσμα που θέλει ο συγγραφέας εκ των προτέρων. Είναι αποτέλεσμα που αφήνεται στη δράση, στην πρωτοβουλία των ηρώων και στην σκηνοθεσία του συγγραφέα, για να βγάλει ο καθένας τα δικά του συμπεράσματα. Και αυτή η ελευθερία είναι και η εγγύηση για την ελευθερία και της
λογοτεχνίας και για τη δημοκρατία και των ιδεών. Το βιβλίο μιλάει για την απώλεια, για τη γονεϊκή σχέση, για την οικογένεια, για τις σχέσεις των ανθρώπων. Είναι μια ιστορία ενός πατέρα που έχει χάσει το γιο του, περπατάει στους δρόμους μιας παραθαλάσσιας πόλης και το αναζητεί. Συναντά ανθρώπους που έχουν καθορίσει τη ζωή του, γυναίκες οι οποίες ήταν σημαντικές στη ζωή του και αναλογίζεται τα λάθη που έχει κάνει. Η ιστορία αυτού του βιβλίου ήρθε στο μυαλό μου ένα βράδυ που άκουσα το αυτοκίνητο του γιού μου να παρκάρει έξω από το σπίτι. Έκλεισα το φως για να μην καταλάβει ότι ήμουν αξάγρυπνος μέχρι εκείνη την ώρα και φορτωθεί το βάρος ότι ξαγρυπνώ και τον περιμένω. Τότε σκέφτηκα πότε τελικά τελειώνει αυτή η αγωνία. Τελειώνει με το πρώτο κλάμα, το πρώτο δόντι, την πρώτη στιγμή που ένα παιδί στέκεται στα πόδια του και περπατάει, την πρώτη φορά που πάει στο σχολείο, την πρώτη λέξη που λέει, την πρώτη λέξη που γράφει, τον πρώτο έρωτα, την πρώτη στιγμή που φεύγει από το σπίτι. Τελικά αυτή η αγωνία δεν τελειώνει ποτέ. Ο τίτλος του έργου είναι «Αυτό που έκανες πάντα». Ουσιαστικά είναι ο λόγος που οδήγησε τον γιο να απομακρυνθεί από τον πατέρα. Αυτές οι σκέψεις έρχονταν και με έβρισκαν παντού, μέσα στο αυτοκίνητο, μέσα στο μετρό, κάποια στιγμή που καθόμουνα και μετά σιγά σιγά τις περνούσα στο κείμενο και το κείμενο γινόταν βιβλίο. Ο πατέρας αυτός, αυτό που έκανε ήταν ότι τελικά δεν εμπιστεύτηκε το γιο του. Ήταν ένας άνθρωπος που αισθανόταν αμηχανία από την πρώτη στιγμή της γέννησης, αισθανόταν ότι τελικά η σχέση μέσα στην οικογένεια ήταν η σχέση της μητέρας με το παιδί και αυτός ήταν έξω από αυτή τη σχέση και ποτέ δεν του έδωσε τη δυνατότητα να δείξει τη δική του προσωπικότητα, να ανοίξει τα δικά του φτερά, να αποκτήσει μια αυτόνομη πορεία, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή αυτό και οι δυσκολίες που συνάντησε στη ζωή του να οδηγήσουν το παιδί αυτό μακριά. Νομίζω ότι πάντα ο πατέρας προσπαθούσε να κρύψει αυτή την ανησυχία του. Ίσως γιατί στις μητέρες θεωρούταν φυσιολογική, στον πατέρα όμως πάντα θεωρούταν αδυναμία να δείξει ότι πραγματικά ανησυχεί και προβληματίζεται για το παιδί του. Όταν το καταλάβαινε, όταν ήταν αναγκασμένος να προχωρήσει σε αυτές τις παραδοχές, ήταν πια πολύ αργά. Αυτό που νομίζω ότι θέλει να δείξει το βιβλίο είναι ότι αυτή η γονεϊκή σχέση, είτε με τον πατέρα είτε με τη μητέρα, είναι μια σχέση η οποία είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Ίσως φαίνεται πολύ περίεργο αυτό, αλλά όταν λέμε ότι αυτή η σχέση, η γονεϊκή σχέση είναι καταδικασμένη στην αποτυχία, εννοούμε ότι κάποια στιγμή το παιδί πρέπει να απορρίψει τους γονείς του, να μετρήσει τα θετικά και τα αρνητικά και να χαράξει τη δική του πορεία, να πάει παραπέρα πατώντας στα δικά του πόδια και με τις δικές του δυνάμεις. Τα άλλα δύο πρώτα βιβλία, το «Σκόνη στο πρόσωπο» και το «Αποσύνδεση», έχουν διαφορετικές θεματικές. Νομίζω ότι είναι πιο εικονοποιητικά. Αυτό το βιβλίο έχει μια μεγάλη απόσταση από τα δύο προηγούμενα. Είναι ένα βιβλίο πιο ενοιολογικό. Το περίεργο και αυτό που με ρωτάνε συνήθως είναι η απόσταση όχι μόνο του ενός βιβλίου από τα άλλα, αλλά και η απόσταση της επαγγελματικής μου ζωής από τα υπόλοιπα. Είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής, οπότε η σχέση μου με τη γλώσσα δεν ήταν κάτι το οποίο ξεκίνησε από τα πρώτα παιδικά χρόνια. Γενικά δεν ήμουν ένας άνθρωπος που διάβαζα από μικρός, δεν ήμουν ένας άνθρωπος που έγραφα από μικρός. Είμαι όμως ένας άνθρωπος ο οποίος κατάλαβε ότι η γραφή ήταν ένας τρόπος
για να μπορέσω να ζήσω. Ότι όλα αυτά που ήταν μέσα στο κεφάλι μου και τα έβγαζα μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου, με βοηθούσαν να καταλάβω πράγματα για μένα και για τους άλλους. Από την άλλη, όταν είσαι καθηγητής, όταν είσαι εκπαιδευτικός, σίγουρα η σχέση σου με τα παιδιά, η σχέση σου με τους ανθρώπους, προφανώς σε βάζει να σκεφτείς, σε βάζει να δεις τη ζωή και τα προβλήματα μέσα από τα μάτια πολλών άλλων. Παρέα με τη Σταυρούλα Παπασπύρου ξανά, να δούμε μερικά βιβλία από την πρόσφατη παραγωγή. Γεια σου Σταυρούλα. Γεια σου Μανώλη. Ξεκινάω με έναν νεαρό Βρετανό, ο οποίος είχε γράψει ποίηματα και ένα μυθιστόρημα, και το δεύτερο μυθιστόρημά του βγήκε μόλις μέσα στο καλοκαίρι από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, που έχουν ανανεώσει τη λογοτεχνική τους σειρά. Ναι, παλιά δεν έχουν τα τελευταία χρόνια φτιάξει. Είχαν, αλλά τώρα είναι πιο συστηματική. Λοιπόν, Κίραν Γκόνταρντ, βλέπω τα κτίρια να πέφτουν σαν αστραπές. Σε μετάφραση Νατάσα Σίδερη. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια παρέα νεαρών ανδρών, γύρω στα 30 πια, που ζουν κοντά στο Μπέρμιγχαμ, οι οποίοι είναι μαζί από τα παιδικά τους χρόνια. Ο ένας είναι ντελιβεράς, ο άλλος είναι εργολάβος οικοδομών, ο τρίτος είναι μέσα στα ναρκωτικά χαμένος, ο τέταρτος όμως έχει ξεφύγει, γιατί εντελώς τυχαία, τζογάροντας μέσα στο διαδίκτυο, κατάφερε να βγάλει ένα κρίσιμο ποσό που το επέτρεψε μετά να το αυγατήσει. Και είναι το μόνο άτομο από την παρέα της ταινία αυτή που έχει ξεφύγει από αυτόν τον τόπο και επιστρέφει τώρα με την απόφαση να κάνει κάτι καλό για τον τόπο του. Και αρχίζει ένα οικοδομικό σχέδιο να κάνει κάποιες εργατικές κατοικίες, κάτι τέλος πάντων, που να δώσει δουλειά και στους υπόλοιπους όμως, να είναι, ξέρεις, να τους ανεβάσει. Παρακολουθούμε ένα κεφάλαιο, την εσωτερική φωνή αυτών των ανθρώπων. Αυτό είναι το μόνο μειονέκτημα αυτού του βιβλίου, το ότι δεν αλλάζουν πάρα πολύ οι φωνές. Δηλαδή έχεις την αίσθηση ότι σαν να μιλάει ο ίδιος άνθρωπος, με άλλο όνομα. Με άλλο όνομα, αλλά δεν πειράζει, γιατί αυτά που λέει πραγματικά ταιριάζουν στον ήρωα το συγκεκριμένο. Ναι. Έχει και, μιλάνε και οι σύντροφοι των ηρώων, δηλαδή έχει πολυφωνία μέσα, και δείχνει τους δεσμούς φιλίας που υπάρχουν μεταξύ τους, τη λαχτάρα για κοινωνική ανέλυξη κάποιων από αυτούς, την πάλη με τις ουσίες που δίνουν από πολύ μικρά αυτά τα παιδιά ως διέξοδο, και δείχνει έναν από αυτούς να το ξεπερνάει το πρόβλημά του, αλλά δείχνει ταυτόχρονα και την αδυναμία κάποιων από αυτούς να προχωρήσουν. Δηλαδή ότι είναι χαμένες υποθέσεις. Αυτό είναι στην ουσία το βιβλίο. Ναι. Οι ζωές αυτών των ανθρώπων, τα όνειρά τους, οι απογοητεύσεις τους, οι σχέσεις μεταξύ τους, ένας ολόκληρος κόσμος πολύ κοντινός μας. Δηλαδή είναι σαν να μιλάει και για μας. Δηλαδή δεν έχει σημασία που είναι στο Μπέρμιγχαμ και είναι Εγγλέζοι. Μπορεί να ταυτιστεί κάποιος και από τα Πατήσια μαζί τους. Μου κάνει έτσι εντύπωση ότι κατά διαστήματα βγαίνουν στη Βρετανία μυθιστορήματα που έχουν αντικείμενο τη ζωή της εργατικής τάξης, που σημαίνει ότι τα προβλήματα εκεί είναι δομικά, δηλαδή. Βέβαια. Και δεν έχουν λυθεί. Το αντίθετο. Το αντίθετο και ένα μεγάλο κομμάτι το βλέπουμε και από το τουρισμό πολλές φορές, που δεχόμαστε εδώ. Ο κλειστός ορίζοντας είναι που κάνει τη ζωή δύσκολη. Ο κλειστός ορίζοντας, το να μην μπορείς να ξεφύγεις από τη μοίρα των γονιών σου, των δικών σου, των παιδιών σου, ότι εκεί είναι πολύ πιο. Και οι ταξικές θέσεις πολύ πιο συγκεκριμένες. Είναι ένα θέμα ανισότητας σοβαρό, δηλαδή, στη Βρετανία, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε από τη λογοτεχνία της. Εγώ το ευχαριστήθηκα αυτό το βιβλίο και το συστήνω με την καρδιά μου. Το επόμενο που έφερα είναι του Καρίλ Φερέ, το Μαγκαλί, από την Αργυρό Μακάροφ και την Άγρα. Πολύ πρόσφατα βγήκε. Είναι από τα βιβλία που κάνει σημειωτών ο Φερέ, δηλαδή είναι μια παραγγελία που του κάνανε. Δεν είναι από αυτά τα μεγάλα βιβλία που γράφει πηγαίνοντας σε μακρινούς προορισμούς, όπου ζει για καιρό μαζί τους κλπ. Μαγκαλί είναι μια γυναίκα θύμα γυναικοκτονίας.
Η δολοφονία της έγινε στο χωριό που μεγάλωσε ο Καρίλ Φερέ, στη Βρετάνη. Και αυτό ήταν το κίνητρο της εκδότριάς του να του παραγγείλει να γράψει μια ιστορία. Του λέει ευκαιρία να γυρίσεις στα μέρη σου. Και πραγματικά το μισό βιβλίο δεν μιλάει για τη Μαγκαλή, τη δολοφονημένη, ή για το Φεντιβέρ που τον απασχολεί. Μιλάει για τον εαυτό του. Ναι. Για τα εφηβικά του χρόνια, για το άτακτον του χαρακτήρα του, ναι, για το πώς τον διώχναν από το σχολείο, για την οικογενειακή κατάσταση μέσα στην οποία μεγάλωσε. Αυτός μεγάλωσε με 2 ετεροθαλείς αδερφές. Δηλαδή ήταν 2 αγόρια, 2 οικογένειες που ενώθηκαν. Για τον τρόπο που δουλεύει, τα εξηγεί για άλλη μια φορά, που μαθαίνεις δηλαδή πολλά για την τέχνη του και για τον εαυτό του, του Φερέ. Πανκιό στα νιάτα του. Αλλά το υπόλοιπο βιβλίο μιλάει για αυτή τη φοβερή γυναικοκτονία, όπου είναι ένα περίεργο έγκλημα. Άκου τώρα, ένας άντρας, ο οποίος ζει από ενίκεια κάποιων αποθηκών. Είναι παντρεμένος με μια καθηγήτρια εκπαιδευτικό και έχουν και 4 παιδιά μαζί. Τη σκοτώνει με τη βοήθεια των γονιών του. Γιατί? Γιατί αυτή τον παρατάει, αυτός πέφτει να πεθάνει. Οι δε γονείς που έχουν χάσει άλλον ένα γιο από ερωτική απογοήτευση και ο οποίος έχει αυτοκτονήσει, δεν έχουν κανέναν ενδιασμό να βοηθήσουν το μόνο παιδί που τους έχει απομείνει. Δηλαδή, κοίταξε τώρα πόσα πράγματα μπλέκονται. Έτσι. Ναι. Αυτή την ιστορία περιγράφει ο Φερέ. Αλλά στην ουσία, είπαμε, το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου είναι το πώς προσεγγίζει ο ίδιος το θέμα του και τι εικόνες έρχονται στο μυαλό του καθώς επιστρέφει στον τόπο της παιδικής του ηλικίας. Ναι. Και ο Φερέ, σύντο χρόνο, από ό,τι φαίνεται, μειώνει παρόλα αυτά το ποσοστό βίαιων σκηνών. Α, τι ωραία, μεγαλώνοντας γαληνεύει. Μπράβο του. Το επόμενο βιβλίο που έφερα το έχει γράψει μια καθηγήτρια γαλλικών. Είναι το πρώτο της, το έγραψε σε όριμη ηλικία, Μυρσίνη Καλογεροπούλου, από τις εκδόσεις Βακχικών, Ένα χαμένο κλειδί. Είναι 10 διηγήματα. Δεν είναι πρωτόλιο. Δηλαδή φαίνεται ότι από πίσω η γυναίκα αυτή και διαβασμένη είναι και έχει κάνει προσπάθεια το πρώτο δείγμα γραφής της να είναι συγκροτημένο και αξιόλογο. Το βλέπεις από την πληθώρα των ηρώων που έχει μέσα σε αυτές τις 10 ιστορίες και από την πληθώρα των εσωτερικών μονολόγων που προκύπτουν μέσα από κάθε διήγημα, που βλέπεις ότι υπάρχει και σκέψη και ενσυναίσθηση και διδάγματα της ιστορίας από πίσω. Δηλαδή είναι μια δουλειά αξιόλογη. Μου έκανε εντύπωση. Ωραία. Και ας πούμε δείχνει ταπεινούς ανθρώπους σε μια κρίσιμη στιγμή της ζωής τους. Αυτό είναι που ενώνει τα περισσότερα διηγήματα. Δηλαδή μια κοπέλα που λίγο πριν πάει στην εκκλησία να παντρευτεί, πάει στο μπαρ του πρώην της, γεμάτη δίλημμα αν κάνει τη σωστή επιλογή. Είναι 2 γυναίκες με τα ροζ παντοφλάκια τους σε ένα νοσοκομείο, καθώς συνοδεύουν τις μητέρες τους στις αρρώστιες τους και τι κουβεντιάζουν μεταξύ τους. Αυτό που είναι Ένα χαμένο κλειδί είναι μια ιστορία πάρα πολύ ωραία και τρυφερή, με μια 35χρονη που ζει με την οικογένειά της. Υπηρέτρια όλων των υπολείπων. Παθαίνει και καρκίνο, δηλαδή η γυναίκα και ερωτεύεται και την ερωτεύεται κάποιος. Και ζουν έναν έρωτα, έστω και πρόσκαιρο, γιατί το μέλλον της είναι προδιαγεγραμμένο, τόσο τρυφερό και τόσο δοτικός ο άλλος με την άρρωστη, που σου γαληνεύει την ψυχή, ας πούμε, ότι υπάρχουν τέτοια αισθήματα μέσα. Ή υπάρχει και άλλη μια ιστορία που μου άρεσε πολύ, Ρου το Περού, που δείχνει έναν φαντάρο επιχούντας που το σκάει, λιποτακτεί και ξεβράζεται σε μια σπηλιά, σε ένα μέρος παραθαλάσσιο, και τον μαζεύει ένας ψαράς και τον περιθάλπτει και δεν τον καρφώνει, και ο νεαρός τα φτιάχνει με την κόρη του ψαρά και κλέβονται και πάνε στο Περού. Αλλά οι γέροι κατανοούνε, σου λέει δεν πειράζει, ας πούμε. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ένα χαμένο κλειδί. Ένα χαμένο κλειδί. Το χαμένο κλειδί της λογοτεχνίας, το οποίο πρέπει να ανατρέχουμε, έτσι. Ναι, και όλο και λιγότεροι ανατρέχουνε.
Εν πάση περιπτώσει, ας είμαστε αισιόδοξοι. Ωραία. Ευχαριστούμε και τελειώνω. πολύ. Εξ άλλο ένα, ναι, συγγνώμη. Τελειώνω με ένα τόμο που μόλις βγήκε από τον Κέντρο, αφιερωμένο στο Γιάννη Κοντό. Είδα σε προηγούμενη εκπομπή, μίλαγε ο Βαγγέλης για τα ερωτικά του ποίηματα. Σωστά, ναι. Που είχε ανθολογήσει ο Παλούκας. Ο Παλούκας είναι ένας από τους συντελεστές αυτής της έκδοσης, μαζί με την Μαριγό Αλεξοπούλου, που μάζεψαν κείμενα από ανθρώπους που γνώρισαν, αγάπησαν και κτίμησαν τον Γιάννη Κοντό, τον ποιητή, και βγάζουν μέσα από αυτό το βιβλίο ένα συνολικό πορτρέτο του ίδιου. Όχι μόνο ως εξαιρετικού εκπροσώπου της γενιάς του 70 μόνο, αλλά και ως ανθρώπου. Ναι, είναι και 10 χρόνια από το θάνατό του. Βέβαια, 10 χρόνια από το θάνατό του. Εμένα αυτό που μου μένει από αυτό το βιβλίο, πέρα από τα καλά λόγια όλων και που φωτίζουν αυτή την προσωπικότητα του Κοντού, που ήταν σαν ένα μεγάλο παιδί, έτσι. Ο Κοντός είχε πολύ μεγάλη εξουσία, πάρα πολλά χρόνια. Επειδή ήταν από τον Κέντρο τον παλιό, της Καλιανέση, μέχρι την αρχή της κρίσης, ήταν παντοδύναμος. Δηλαδή ήξερε, μπορούσε να κρίνει ποιος θα εκδοθεί, ποιος δεν θα εκδοθεί, και μάλιστα σε μια περίοδο που ο Κέντρος ήταν στην ακμή του κλπ. Λοιπόν, όταν αποχώρησε μετά, έφυγε από τον Κέντρο, πήγε στο Μετέχμιο, έφυγε και από το Μετέχμιο και βρέθηκε ο Κοντός να μην κυκλοφορεί κανένα βιβλίο του. Και βλέπεις, ρε παιδί μου, από τα ψηλά στα χαμηλά, πώς μπορεί αυτή η κοινότητα εδώ πέρα των γραμματιζούμενων, των εκδοτών, των συγγραφέων να επιτρέπει να γίνονται τέτοια πράγματα. Και βρέθηκε ο τόπος να του εκδώσει το 17 το σύνολο του ποιητικού του έργου. Ναι. Και βλέπεις ότι ο καιρός έχει γυρίσματα και ο Κέντρος, που ήταν πικραμένος από την αποχώρηση του Κοντού, τώρα του βγάζει ένα τιμητικό αφιέρωμα. Τι να πω. Ωραία. Αυτά. Ευχαριστούμε, Σταυρούλα. Ευχαριστούμε βέβαια και εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Καλό σας βράδυ.